Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas non plus le pétrole, c'est notre attention. Et elle est en train de nous échapper. Et dans le monde de demain, les personnes qui réussiront à la protéger, à la cultiver, auront un avantage considérable sur toutes les personnes qui la laissent se faire capturer, fragmenter et vendues au plus offrant. Pour mieux comprendre l'impact des technologies sur notre attention, j'en ai discuté avec Alexandre Dana, entrepreneur et fondateur de LiveMentor, et il a récemment décidé de racheter la maison d'édition 23h59 qui propose des carnets et des outils inspirants pour avancer dans ses projets avec clarté, et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce choix. Donc Alexandre, tu es le fondateur de l'organisme de formation LiveMentor et le directeur de la maison d'édition 23h59. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Avec plaisir, merci pour l'invitation Robin. Je m'appelle donc Alexandre, j'ai 36 ans, je suis né à Paris. Après différentes expatriations, je reviens toujours et encore à Paris, la ville me ramène à elle. Et comment me présenter? Je dirais que je suis quelqu'un de curieux, qui adore découvrir de nouveaux univers, et ça se traduit par une vie professionnelle qui ressemble un peu à un puzzle, à une mosaïque bizarre. Je suis directeur effectivement d'un organisme de formation que j'ai créé il y a maintenant plus de 10 ans, qui s'appelle LiveMentor, qui est le premier organisme de formation en France pour les créateurs et les créatrices d'entreprises. Donc on aide des personnes à se lancer, à passer du stade de l'idée au stade d'une entreprise dont on peut vivre. Donc on forme des thérapeutes, des restaurateurs, des coachs, des artistes, des freelances. Je dirige la maison d'édition 23h59 et je crée moi-même nos nouveaux carnets. Et ça, c'est vraiment une passion. Je suis éditeur de livres également pour les éditions Erol, où je dirige une collection qui s'appelle la collection des possibles. Je suis en train d'écrire un livre qui sera mon 3e sur la sédentarité, le temps qu'on passe assis, comme actuellement. On est très toi et intéressant. moi assis sur des chaises. Et c'est un vrai sujet pour notre santé physique, notre santé mentale, notre santé sociale. Et donc je coécris ce livre avec quelqu'un qui s'appelle Victor Fersing, qui est un ami, et je suis ravi de mener ce projet avec lui. Et enfin, je suis journaliste pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose. Et donc je réalise chaque mois des interviews de différents experts sur les sujets de santé au sens large. Voilà qui je suis. Très beau panel, je trouve. Je vais commencer tout de suite par une première question qui va un petit peu rebondir par rapport à ça. Donc, tu es entrepreneur, majoritairement du numérique, même si on va pouvoir revenir sur le fait que tu es repassé un peu au physique. Donc, tu as créé LiveMentor, aujourd'hui tu es aussi du coup, journaliste pour le podcast Métamorphose. Donc, tu es un peu au centre quand même de cette économie de l'attention. Pourquoi aujourd'hui tu as fait le choix donc de diriger la maison d'édition 23h59 et de te diriger vers les carnets papier? Je suis effectivement ce qu'on appelle un bébé Internet. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle avec Internet. J'ai donné un premier cours en ligne à distance sur Skype en octobre 2010. À l'époque, j'étais encore étudiant et je donnais des cours particuliers comme moyen de gagner ma vie, comme petite activité de complément de revenus. Et de ce premier cours sur Skype est né LiveMentor, l'organisme de formation qui reste aujourd'hui mon activité principale. Donc un organisme de formation qui fonctionne 100% en ligne, avec des milliers de personnes qui se forment sans avoir besoin d'avoir à côté d'elles une personne de disponible, experte dans le sujet où elles veulent progresser. Je suis convaincu de la magie d'Internet pour cela, la capacité depuis n'importe où d'accéder à certaines connaissances, à certains experts, de se former, d'avoir des temps de mise à jour, des formations, des connaissances qui sont bien plus élevées que ce qu'on a dans les manuels scolaires par exemple. Et en même temps, au fil des années, j'ai pris conscience des méfaits, des risques, des inconvénients du temps passé sur les écrans. Internet, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Est-ce que tu as eu un déclic par rapport à ça? Est-ce que tu as, à un moment, tu t'es ressenti à te dire « Ah ouais, là, ça m'a touché un peu sur l'attention. Je me dis, là, il y a quelque chose sur lequel il faut peut-être que je retravaille parce que je suis été plongé dans Internet et là, je me rends compte que, voilà, des méfaits. Est-ce que tu as eu un peu un déclic ou c'est arrivé plus progressivement? C'est arrivé assez progressivement. C'est-à-dire que comme tout le monde, je me suis rendu compte à certains moments que je passais trop de temps sur mon téléphone, que j'étais en train de scroller bêtement sur un réseau social, par exemple, comme Instagram. Comme tout le monde, je me suis rendu compte que mon premier réflexe le matin au réveil, c'était de prendre mon téléphone. Comme beaucoup de gens, je me suis rendu compte que mon dernier réflexe avant de me coucher, c'était aussi de regarder ce téléphone. Et ça, évidemment, ça me faisait réfléchir et ça me travaillait. Et c'est quand je suis devenu l'éditeur d'un livre qui s'appelle « On vous vole votre attention », publié par le journaliste Johan Hari,
qui a fait un travail de 3 ans de recherche sur la crise de l'attention, que j'ai vraiment eu un sursaut et que j'ai décidé d'aller plus loin dans ce qu'il appelle la rébellion de l'attention. Donc Johann Hari a fait 3 ans de recherche sur cette crise, cette perte de capacité à nous concentrer à cause de différents facteurs qui sont bien plus grands, bien plus puissants que nous, notamment le fonctionnement des écrans, notamment le fonctionnement des réseaux sociaux et ces plateformes, Facebook, encore une fois, Instagram, YouTube, qui ont comme modèle économique de gagner de l'argent plus on passe de temps sur les écrans. Et donc ça, c'est déjà un premier angle, c'est de se dire, est-ce que sur Internet, je suis en train d'utiliser une technologie qui me permet d'aller faire des choses dans la vie réelle? C'est le cas de Google Maps, par exemple. Je regarde comment me rendre dans telle forêt qui est incroyable parce que j'ai envie de l'arpenter, j'ai envie de faire une randonnée. Et là, Internet est un moyen des technologies Internet qui sont une fin en soi et une fin qui ne s'arrête jamais. Donc, mais je dirais que vraiment ce livre, On vous vole votre attention, est un objet incroyable et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de l'éditer en France avec les éditions Erol. Ok, comme ce que je retrouve beaucoup dans ce que tu dis, c'est le côté un peu retrouver l'intention dans nos actions, ne plus être un peu pas esclave de notre téléphone, mais c'est vraiment être pris au jeu, on va dire, des algorithmes, des réseaux sociaux. En quoi le fait de repasser sur du papier, sur des carnets, sur ce genre de choses, ça peut nous aider à retrouver l'intention dans nos actions. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait le carnet, qui est un objet tellement simple, une technologie tellement peu révolutionnaire, enfin ça l'était à l'époque de l'invention de l'imprimerie, et reste d'actualité et n'a peut-être jamais été autant d'actualité dans cette crise de l'attention, dans cette époque où on a des relations avec le téléphone, avec les écrans qui peuvent être similaires aux relations d'addiction avec une drogue, hein, et ça c'est très documenté par de très nombreuses études et il y a énormément de thérapeutes qui tirent la sonnette d'alarme ici. Eh bien, le carnet est un outil, un allié pour se détacher de ces écrans, revenir à soi. Quand on écrit quelque chose, on traite l'information de façon beaucoup plus approfondie que si on l'écoute simplement. On n'a pas envie d'être dérangé par des notifications quand on est sur son carnet. Le fait de prendre des notes, ça implique à la fois l'écoute, la lecture, mais aussi l'écriture. Ça active différentes zones du cerveau en même temps et il est prouvé que ça crée des chemins de mémorisation qui sont beaucoup plus solides. La prise de notes sur carnet, ça nous oblige aussi à organiser l'information de manière logique. Je me dis comment je vais structurer ces infos, ces pensées qui sont dans ma tête, comment je les organise dans mon carnet. Je peux aussi, avec le carnet, redécouvrir la magie de l'information limitée. Sur un écran, l'information est complètement illimitée. Donc si je veux prendre des notes sur un document Word, ce document Word, il a une taille infinie. Il peut faire 400 pages, il peut faire 800 pages, il peut faire 3000 pages. Donc si je suis en train de prendre des notes sur par exemple un projet que je veux monter, une idée que j'ai en tête, je vais accumuler et accumuler et accumuler des notes et des paragraphes et des références et des sources sur mon document Word et en fait je vais me retrouver à avoir le plus beau document, le plus beau projet virtuel qui existe et je ne vais jamais passer à l'action. Alors que sur mon carnet qui fait que 100 pages, 50 pages, 200 pages ou 300 pages, je ne peux pas aller au-delà. Et donc, je suis obligé de redécouvrir la concision, la synthèse. Tu te rappelles, quand on était étudiant, on devait faire des dissertations, 2 copies doubles maximum, pas 8. Et il y a une raison derrière ça. Il y a une raison pédagogique. Donc, c'est là où moi, je me suis pris de passion effectivement pour les carnets de méthodologie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de racheter cette maison d'édition 2359 et que je suis ravi de la diriger aujourd'hui et d'apporter avec ces carnets une petite pierre, une petite contribution à cette rébellion de l'attention. Ça me parle beaucoup le côté limité du carnet, parce que moi il y a plusieurs manières d'utiliser le carnet. J'ai soit d'un côté pour synthétiser vraiment et m'obliger à passer vraiment à mettre au clair mes idées sur le papier. Il n'y a pas le CTRL-Z, il n'y a pas le retour en arrière. Donc tu peux faire une rature, tu peux mettre du blanc, mais souvent, tu n'as pas envie. Tu veux avoir un carnet qui est quand même plutôt sympa. Et donc, moi, c'est vrai que c'est un vrai truc de se dire, je peux pas CTRL-Z, donc il faut quand même que je pense à ce que je vais écrire. Mais aussi, parfois, on peut avoir le côté inverse, opposé, qui est cool du carnet, qui est le côté brouillon, où un Word, c'est très cool pour pouvoir poser ses idées, etc. Mais on peut jamais faire des dessins, c'est quand même compliqué. C'est quand même pas aussi simple qu'avoir juste un stylo, un crayon à papier et juste, je pense à quelque chose, un schéma, à une idée, un dessin, je sais pas quoi, je le fais.
même si je suis pas un grand dessinateur, même si je suis pas un grand artiste, je peux faire des petites choses qui vont m'aider en fait à comprendre. Et moi, je retrouve aussi beaucoup ça, ouais, le côté quand je j'arrive plus à penser sur les outils de productivité, sur tout ce qu'on peut avoir comme outil numérique. Je prends le carnet et c'est là où ça me libère. Donc clairement, je te rejoins beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont apportées là-dessus. Mais il y a une liberté, c'est très juste ce que tu décris, hein, c'est vraiment la liberté de création que permet le carnet où je peux faire des ratures, je peux faire des dessins, je peux tirer des traits, je peux faire plein de choses avec une facilité que je n'aurais jamais sur un écran. Et ensuite, ce qui est important pour moi, c'est de bien préciser que le meilleur système d'organisation aujourd'hui, c'est un système à deux têtes. Je suis un enfant d'Internet, je suis désormais un amoureux des carnets, mais ce n'est pas pour autant que je ne veux plus avoir d'ordinateur. En fait, c'est impossible, déjà dans la société actuelle, de mener des projets, de se développer professionnellement, d'organiser sa vie sans Internet et sans les ordinateurs. Et donc, il faut combiner les deux. Et c'est là où j'invite vraiment toutes les personnes qui regardent cette vidéo à regarder aussi les autres qu'il y a sur ta chaîne, parce que pour le coup, toi, tu proposes des contenus vraiment super développés, détaillés sur comment j'épure mon ordinateur, comment est-ce que je trie l'information à l'intérieur, comment j'utilise un outil que moi j'adore aussi, Notion, pour remplacer des dizaines d'outils similaires. Récemment, j'ai téléchargé ton template pour gérer ces plantes que j'ai trouvé vraiment utile. Donc voilà, le carnet va vous permettre de libérer votre créativité, de mieux retenir, de mieux mémoriser, de retrouver une attention soutenue. Et si en plus de ça, on nettoie son ordinateur, on le structure, on l'utilise avec les bons outils, on a un système d'organisation à deux têtes qui est très très efficace. Ouais, faut vraiment bien que les personnes comprennent que ce que tu proposes, c'est pas du tout un retour en arrière technologique, c'est vraiment penser l'organisation et tout ce qu'on peut faire avec tout ça, avec vraiment un équilibre, avec le numérique et les carnets, le papier. Absolument. Et après, on pourra peut-être en parler plus tard, mais il y a aussi tellement d'exemples super inspirants de personnes qui ont utilisé les carnets pour monter des projets que ça donne envie de tester au moins. Tu en as rapidement parlé. Donc, avec la maison d'édition 23h59, ce que tu proposes, c'est des carnets thématiques avec vraiment des différents types de carnets pour différents types de projets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vision un peu du carnet, pas vraiment au sens juste papeterie, mais vraiment au côté type, domaine, projet, etc. qu'il peut avoir derrière? Exactement. Donc, ce sont des carnets de méthodologie. Donc, des carnets qui sont des alliés, qui sont des coachs de poche pour avancer sur un objectif. Et donc, dans le carnet, on va trouver des pages de notes libres, des pages blanches entre guillemets, mais on va surtout trouver beaucoup d'outils, beaucoup d'exercices, beaucoup de matrices, de sorte à avancer et à structurer son raisonnement. On a aujourd'hui 5 carnets. Le carnet de projet, qui est notre carnet historique, le carnet un peu emblématique de la maison d'édition. Le carnet du temps, pour réorganiser son calendrier. Le carnet pour entreprendre, qui est un carnet dédié aux personnes qui sont en train de monter une entreprise et qui veulent trouver leurs premiers clients. Le carnet pour un roman, donc un carnet dédié aux personnes qui veulent écrire leur premier roman ou leur second et qui ont besoin d'un compagnon qui va les inspirer avec des routines d'écrivain, qui va les aider à avancer avec des exercices pour structurer les émotions de tes personnages, avec des exercices pour travailler sur ta trame narrative. Et le dernier carnet, carnet de la curiosité, qu'on vient de lancer, qui est un carnet pour mieux retenir, pour ne plus oublier ce qu'on lit, un carnet pour les personnes curieuses qui ont envie de ne pas rester en surface, mais de transformer un intérêt en sujet maîtrisé. Et pour ça, le carnet propose des astuces de mémorisation, des conseils d'apprentissage de différents génies scientifiques, artistes, etc. Et surtout des pages de notes dites intelligentes, donc des pages de notes structurées où dès que je veux noter un sujet, retenir un sujet, une anecdote, une information qui est importante pour moi, eh bien le carnet me propose de noter cette information en répondant à différentes questions, les points clés, les applications concrètes. Si je devais expliquer ce sujet à un enfant de 5 ans, comment je le ferais, etc. etc. Donc voilà nos différents carnets. Ouais, l'idée, ça a été un peu de concentrer pour chaque projet, pour chaque domaine, l'essentiel des méthodes, de ce qu'il faut pour réussir, comme tu disais, à arrêter de passer du temps illimité à préparer des idées et à faire un beau projet numérique, mais à passer à l'action, quoi.
à se dire là, mon roman, c'était une idée, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français, je crois, qui veulent écrire un livre dans leur vie, selon les différents sondages, mais il n'y en a pas beaucoup qui en écrivent. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris, je trouve que l'idée est super bonne. Le coup j'ai mon carnet, mon outil en fait, pour travailler, mais aussi pour passer à l'action sur l'avancée de ce projet roman, etc. Bah, c'est 6 mois de travail, un carnet. Ouais, donc là, je viens d'en finir un, le dernier, le carnet de la curiosité. Et donc pendant 6 mois, je suis en immersion complète dans ce thème-là, la curiosité, et je creuse les références philosophiques, scientifiques sur le sujet, les différentes méthodes d'apprentissage, évidemment. Je me suis formé à tout ce qui concerne la méthode Zettelkasten, que tu connais, je crois, très bien. Donc, ces différentes manières de prendre des notes pour mieux retenir. Et donc, on fait ça pour chacun de nos carnets. Et c'est absolument essentiel. C'est ce qui permet d'avoir un carnet qui répond vraiment à un besoin, un objectif, et qui n'est pas, voilà, une sorte de fourre-tout un peu vague. Ouais, je comprends. Je pense qu'il y a un boulot derrière qui est assez titanesque pour réussir à faire aussi le tri parmi ce qui va être utile, ce qui peut être faux, ce qui peut être vrai, etc. Donc, très beau travail. Tu parlais vite fait, tu as dit qu'on pourrait en parler, et j'aimerais bien qu'on en parle, des exemples un peu historiques, des personnes, des grands penseurs, des grands de ce monde qui utilisaient beaucoup les carnets, et surtout parce qu'à l'époque, parfois, simplement l'informatique n'existait pas, mais on se rend compte que, comme tu disais, une technologie, parce que c'est pas vraiment une technologie, mais on pourrait presque en parler, parce qu'à l'époque, c'était une technologie, quoi. Comment ça peut vraiment, aujourd'hui, avoir un impact dans notre monde ultra connecté. Dans les exemples historiques qui, moi, m'ont beaucoup marqué, il y a évidemment les carnets de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, génie italien absolument exceptionnel, qui a fait avancer la science et les arts dans plein de directions différentes. On a la chance d'avoir accès à ces carnets. On sait qu'il en a raturé un nombre absolument incalculable au cours de sa vie. Des carnets qui mélangent anatomie, botanique, réflexion sur la sculpture, la peinture, etc. Les carnets de Marie Curie, la scientifique française à qui on doit les découvertes sur la radioactivité, dont elle est malheureusement d'ailleurs décédée. Marie Curie commençait toutes ses recherches par un carnet sur lequel elle notait les questions auxquelles elle allait essayer de chercher des réponses. Et puis ensuite, elle notait les résultats de ses expériences dans ces carnets. Alors, pour la petite histoire, ces carnets sont aujourd'hui encore radioactifs. Ah oui, ok. Et ils sont conservés à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est assez incroyable comme symbole de voir que ces carnets l'ont accompagné toute sa vie et aujourd'hui portent encore la marque de ses recherches, puisqu'ils sont eux-mêmes radioactifs. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que, bon, bah là, l'exemple de Marie Curie, il est vraiment superbe avec la seule femme à avoir eu double prix Nobel de physique et chimie. Ce que je trouve assez fou, c'est un truc qu'on pense pas forcément, et que là, ça vient de me faire penser, mais le papier, en fait, les carnets, on va souvent y retourner. On va pouvoir revenir sur ce qu'on a écrit. Parfois, c'est aussi des personnes qui veulent l'utiliser pour faire du journaling sur des choses, mais par exemple, si imaginons je prends un carnet pour un projet que j'utilise, que j'avance, etc. Si ce projet avance, je pourrais revenir pour me dire « Ah ouais, ok, qu'est-ce que j'avais pensé à ce moment-là? Sur cet exercice-là, qu'est-ce que j'avais réfléchi ?» Alors qu'on va pas se mentir, le numérique, on se dit toujours « Oui, j'y retournerai, oui, j'ai un fichier qui traîne quelque part sur l'ordinateur. » Mais souvent, en fait, on a tellement de choses qu'on fait que d'avancer, on a la tête dans le guidon. Et c'est vrai que le papier a ce pouvoir-là d'historique, de pouvoir revenir. Et quelques fois où j'ai pu revenir parfois sur un message que j'avais écrit et que je me dis « Ah ouais, ok, c'est comme ça que je pensais il y a un an. » Peut-être que ce que je pensais à mes stress, mes peurs, ce que je pensais que ça allait peut-être pas fonctionner, en fait aujourd'hui ça s'est déroulé, pas forcément comme je l'ai pensé, mais très bien déroulé, etc. C'est vrai que c'est un pouvoir du papier qu'on n'a pas beaucoup moins, je trouve, sur le numérique. Mais c'est exactement, c'est-à-dire que le carnet peut à la fois être une encyclopédie personnalisée. Tu choisis toi ce qu'il y a dans ton Wikipédia, ce qui compte pour toi, pour ta vie, pour tes projets. Mais c'est aussi la meilleure autobiographie qui existe. Une autobiographie que tu construis, que tu rédiges au fur et à mesure, au fil des mois, au fil des trimestres. Et donc pour vivre une vie où tu es en connexion avec tes moments passés, avec qui tu as été, je ne vois pas de meilleur outil que celui-ci. Ça te permet, comme tu viens de le dire, d'ouvrir le carnet que tu avais quand tu étais adolescent, ou le carnet d'il y a 2 ans, le carnet d'il y a 6 mois, et de dire « Tiens, j'avais ça en tête, tiens, j'avançais sur ceci, tiens, j'avais noté ce rêve-là, je l'avais oublié, je vais peut-être m'y remettre aujourd'hui. »
Récemment, j'ai écrit un texte sur une personne qui a plus de 90 ans et qui a écrit sur des carnets chaque jour depuis l'âge de 11 ans, 12 ans, et elle a tout conservé. Et c'est une histoire incroyable, et c'est une grand-mère, voilà, même peut-être arrière-grand-mère, qui raconte ça avec beaucoup de joie. Donc voilà, ça c'est deux premiers peut-être éléments, l'encyclopédie personnalisée et puis l'autobiographie en continu. Et après, pour répondre aussi à une autre partie de ta question, les carnets peuvent t'aider à créer des ponts entre différents domaines, entre différentes disciplines. Dans les carnets de Léonard de Vinci, comme je disais tout à l'heure, on voit de l'anatomie, de l'ingénierie, des arts. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de personnes qui ont été des vrais polymathes. Donc, polymathe, c'est un terme qui vient du grec ancien et qui signifie quelqu'un qui a beaucoup appris. Ça décrit des personnes dont la connaissance s'étend à travers des domaines différents et des domaines dans lesquels il y a des intersections qui peuvent se créer. Et c'est de là que vient la créativité. Hein. Il y a plein d'exemples. Évidemment, on peut penser à Steve Jobs qui a beaucoup communiqué sur à quel point les cours de calligraphie qu'il avait suivis lui ont été utiles dans la création du Macintosh, plus peut-être que ses connaissances techniques, puisqu'il avait été un des premiers à vraiment se poser la question des polices utilisées sur ordinateur et de faire des polices agréables, élégantes, faciles à lire. Et puis on pourrait donner voilà, plein d'autres exemples de scientifiques ou d'artistes qui ont fait des percées incroyables grâce au croisement entre différentes disciplines. Et pour ça, le carnet est un outil vraiment précieux. Ouais, c'est vraiment prendre l'habitude de transposer ses idées, collecter un petit peu des points pour ensuite les connecter et se dire ok, là je pense à de nouvelles choses, faire émerger de nouvelles idées et le papier pour ça nous aide beaucoup. On pourrait après aller sur d'autres choses qui sont moins réjouissantes. Hein. L'addiction aux écrans, c'est pas juste un problème de mémorisation, c'est pas juste un problème d'absence d'encyclopédie personnalisée. Je suis bombardé d'infos dans tous les domaines et je ne crée jamais ma propre pensée. C'est aussi un sujet de santé mentale. Aujourd'hui, il est indéniable que les écrans, les réseaux sociaux, le scroll infini, ça déclenche des problèmes de santé mentale. À l'inverse, on a de plus en plus d'études qui montrent que l'écriture-thérapie, c'est vraiment quelque chose de puissant. Prendre un moment pour écrire dans son carnet, ça abaisse les niveaux de stress, ça abaisse les niveaux d'anxiété. Et c'est une petite routine pour son bien-être, très facile, un carnet, un crayon, à faire tous les matins ou tous les soirs, ou quand on veut, qui permet de rétablir un certain équilibre. C'est une question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu inviterais quelqu'un qui, après nous avoir écouté, se dit bah, ça a l'air intéressant, c'est vrai que ça se trouve parfois ça fait depuis les bancs de l'école qu'il n'a pas écrit. Moi c'était quelque chose quand j'ai commencé à reprendre l'écriture, à un moment je me suis dit, parce que moi qui fais des études d'ingénieur sur les télécoms, donc beaucoup d'informatique, j'étais sur le clavier toute la journée, donc quand j'ai dû réécrire un moment une lettre, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit oula, est-ce que je sais encore écrire de manière manuscrite? Ce serait quoi un petit peu toi ton conseil pour démarrer tout ça, pour créer un peu cette habitude que tu disais, cette routine d'écrire, pour pas que les personnes peuvent ressentir c'est un peu cette résistance de créer une nouvelle routine, une nouvelle habitude. On connaît tous le papier, mais voilà, c'est moins facile peut-être que prendre ton téléphone. Comment est-ce que toi tu inviterais quelqu'un pour qu'il puisse démarrer là-dedans? Mais c'est fou ce que tu partages parce qu'on l'a tous ressenti, cette douleur dans la main. Littéralement, hein. On ne sait plus écrire. Donc il y a certains muscles, les muscles de la main, qu'on n'a plus l'habitude d'activer. Ça revient très vite. Hein. Moi, je suis passé par le même chemin que toi. Ça revient très très vite, heureusement. Par quoi commencer? 2 options. La première, c'est de partir d'un objectif qui est important dans votre vie personnelle ou professionnelle. Écrire un roman, reprendre la gestion de votre temps, monter une entreprise, avancer sur un projet ou plusieurs projets, développer votre curiosité pour un sujet donné et de prendre un carnet qui a été pensé pour ça. Donc là, je viens de donner les exemples de la gamme 2359. Honnêtement, si vous avez un autre objectif et que vous trouvez ailleurs un autre carnet dédié à ça, allez-y. C'est vraiment l'idée ici qui compte, l'idée générale, c'est cet objectif va me motiver à reprendre la routine de l'écriture manuscrite, à me réconcilier avec le papier. Et moi, j'ai vu sur moi et sur beaucoup de personnes
un démarrage grâce à ça, grâce à cet objectif initial. L'autre option, c'est simplement d'avoir des feuilles blanches ou un carnet complètement vide et au réveil de se dire tiens, pendant une semaine, dès que je me réveille, je ne sors pas de mon lit, je prends le carnet, je prends le stylo et je note ce qui me passe par la tête. Technique du flot de pensée. Je note tout ce qui me vient par la tête, tac, 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 pendant quelques minutes au réveil. C'est la deuxième option. On peut évidemment faire les deux. Ok, super, c'est de très bonnes options. Moi, je rajouterais peut-être une troisième option pour les personnes qui ont peut-être plus de mal à démarrer. C'est peut-être pas se mettre la pression par rapport à ça aussi. Et le faire aussi quand on a besoin. Là, je pense plutôt au cadre un peu santé mentale, écrire un peu des mots sur nos mots. Parfois, on peut avoir du mal à tous les jours écrire. Donc à ce moment-là, peut-être le faire quand on en ressent le besoin. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé aussi parfois à me dire, ok, je le fais plus quand j'en ai besoin. Et aujourd'hui, c'est plus l'utilisation des carnets que j'ai. C'est, comme je te disais, quand j'ai besoin de faire un peu ce flow d'idées et que j'ai du mal à penser sur ordinateur, j'ouvre mon carnet et là, c'est beaucoup plus facile de démarrer. Mais c'est 3 belles options, je pense, pour démarrer et faire ça doucement, progressivement, réintégrer tout ça. Et surtout, je trouve que il y a le côté, moi, on n'a pas trop parlé, mais quelque chose qui va aider aussi à continuer, c'est le côté plaisir du papier. Avoir du beau papier enfin vraiment le côté un peu sensoriel, tu en as un peu parlé quand tu parles de la mémorisation, mais ce côté-là d'avoir le stylo, le papier, etc., ça aide, je trouve, à aussi retrouver un peu de concret dans une vie où tout est numérique. Ah bah là, tu parles à un amoureux de l'esthétique des carnets. Moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour le moment, mais on a mis énormément d'attention chez 2359 à ce sujet de l'esthétique des carnets. On veut que les carnets soient beaux, donc du papier suédois en 120 grammes, une couverture à la suisse qui permet au carnet de s'ouvrir à plat, de sorte à ne pas avoir le tort dans ça, je le dis, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Voilà, je le dis, c'est très important. Voilà, c'est super important. Ça permet vraiment de pouvoir, comme tu dis, ouvrir et de pas que ce soit une contrainte de se dire ah, j'arrive pas, etc. On pose à plat et on peut travailler. Puis le papier, tu vois, l'épaisseur du papier fait que quand tu notes, ça ne perce pas derrière et tu n'as pas la marque c'est vrai, qui s'affiche de l'autre côté. Je suis d'accord. J'ai même pas pensé, mais c'est vrai que c'est un truc agréable de se dire voilà, je peux y aller tranquillement avec un beau stylo, même peut-être un stylo à plume s'il veut vraiment aller sur d'autres choses. Donc ouais, ok. On arrive un peu à la fin des questions que j'avais à te poser. Pour terminer, est-ce que tu as un peu un message à faire passer aux personnes qui vont écouter cet épisode, regarder la vidéo, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que ça peut se faire aussi à deux. On a de plus en plus de propriétaires de carnets qui nous font le retour, qu'ils utilisent par exemple le carnet de projet en couple pour avancer sur un projet comme déménager, refaire la déco d'un appartement, même préparer l'arrivée d'un enfant. On a plein de retours assez beaux où un duo, deux personnes désirent avancer ensemble et puis garder une trace, garder un souvenir d'un moment commun. Et de se dire, tiens, dans 10 ans, quand on reprendra ce carnet-là, on verra toutes les idées qu'on avait eues sur la construction de cette maison, par exemple. Et ça donne aussi énormément de saveur, je dirais, à ce sujet du carnet, parce que dans nos relations avec nos proches, c'est tellement facile aujourd'hui d'envoyer un WhatsApp, d'envoyer un mail, d'envoyer un SMS. On communique, on surcommunique peut-être même. Mais en tout cas, la communication, plus elle est fréquente, plus elle perd de sa valeur. Tu donnais l'exemple de la lettre tout à l'heure. On n'a jamais été aussi heureux, content de recevoir des lettres qu'aujourd'hui. Parce que c'est rare, c'est précieux. C'est la même chose quand on crée un carnet à deux. Super message. Juste avant, je voudrais un peu, comme tu disais, vous avez terminé et lancé le carnet des curiosités. Et c'est quoi un peu les projets qu'est-ce que tu aimerais peut-être explorer pour les 6 prochains mois, pour peut-être un autre carnet Ouais, alors j'ai d'autres idées de carnet en tête, alors je peux en parler. J'ai envie de créer un carnet intitulé « Raconte-moi ton histoire ». Raconte-moi ton histoire, papa ou maman, grand-père ou grand-mère, donc un carnet qui permet d'interroger un de ses proches sur sa vie et les moments marquants et les moments difficiles et les plus beaux souvenirs. Et de consigner tout ça dans un carnet, parce qu'on est nombreux à avoir le regret de voir nos parents, nos grands-parents partir et de ne pas avoir pu leur poser certaines questions. Donc ce carnet peut faciliter la conversation qui parfois est difficile, parfois on ne sait pas trouver les mots, on ne sait pas quelles questions poser, etc. J'ai envie de créer un carnet dédié à la santé.
le carnet de ma santé. Ma version du fameux carnet de santé, tu sais, qu'on avait petit et on emmenait ça chez le médecin et il notait. Voilà. On pourrait suivre notre taille qui grandit. Ouais, exactement. Ouais. Mais là, ce serait un carnet qui me permet de répondre moi-même à des questions au fil du temps. Comment je me sens, quel est mon niveau d'énergie, est-ce que j'ai douleur à tel endroit, quelles sont les idées qui me traversent la tête. Et puis ce carnet serait très riche justement en outils sur la nutrition, le sommeil, la lutte contre la sédentarité, et puis plein de thérapies qui existent et qu'on peut découvrir et qui seraient résumées dans le carnet. J'ai envie de créer un carnet sur l'amour et les relations amoureuses, sujet hautement complexe. Je pense aussi créer un carnet, un agenda, en fait, un bel agenda à l'année qui permet de visualiser